Merci de votre attention. L'actualité est ce soir largement consacrée à la 51e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, des travaux qui ont consacré le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, nouveau président en exercice de l'organisation. Nous y revenons ce soir avec l'appel lancé par le nouveau président, construire une CEDEAO des peuples. La rencontre gouvernement-Banque mondiale ce mardi avec en toile de fond la gestion des ressources de l'Association internationale de développement IDA 18. Séance de travail donc ce matin à la primature avec la délégation conduite par Axel van Trotzenberg, le vice-président de l'institution. La construction des nouveaux studios TVT Radio Lomé, les travaux de rénovation du stade de Kégué, c'est pour bientôt, très bientôt, le Togo et la Chine ont signé cet après-midi une convention dans ce sens. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. Nous vous l'annoncions hier, retour donc ce soir sur le 51e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. C'était le week-end dernier à Monrovia, au Libéria. Les travaux, vous le savez, ont consacré le président Faure Gnassingbé, nouveau président en exercice de l'organisation. L'essentiel de la session, le résumé, Joseph Améga. La 51e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue à Monrovia au Libéria, a été particulièrement marquée par l'élection du chef de l'État, Faure Gnassingbé, par ses pairs à la présidence en exercice de la CEDEAO. Le nouveau président en exercice de la CEDEAO a salué le choix fait par la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur le Togo. Il a invité les dirigeants ouest-africains à opérer des sauts qualitatifs en vue de construire une CEDEAO des peuples. Ce choix porté sur le Togo et sur ma modeste personne, je l'accepte humblement. Je l'accepte non seulement avec honneur et fierté, mais aussi et surtout avec responsabilité et détermination. Je saisis cette occasion pour vous exprimer, au nom du peuple togolais et du gouvernement togolais, toute ma gratitude et toute ma reconnaissance. Cette confiance est récemment manifestée par la désignation du Togo pour superviser la coordination de la riposte régionale contre la maladie à virus Ebola. Elle se renouvelle encore aujourd'hui à travers mon élection à ce rôle très important de coordination et d'orientation qu'est celui de président en exercice de la CEDEAO. Je souhaite dans cette logique adresser mes vives et chaleureuses félicitations à mon illustre prédécesseur, Son Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf, qui a su incarner de façon remarquable au cours de son mandat la volonté de la CEDEAO de préserver la paix, d'accélérer le processus de développement et d'intégration dans notre espace et dans chacun des États membres. Madame, nous n'oublierons jamais combien vous vous êtes dépensé sans compter pour construire la cohésion, pour renforcer la crédibilité de notre organisation et pour remporter de nombreux succès, dont le dernier fut salué par la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la CEDEAO. Notre organisation est en pleine évolution et en pleine croissance. Ces résultats, globalement appréciés de par le monde, constituent des marques de fierté et de satisfaction. Oui, nous pouvons nous en réjouir et nous en féliciter. Mais en aucun cas, nous ne pouvons nous en satisfaire. Les performances actuelles de la CEDEAO doivent plutôt nous encourager
à non seulement garder le cap de cette dynamique positive, mais aussi à multiplier encore plus nos efforts pour progresser davantage. Les défis qui nous attendent sont multiples et variés et exigent que nous nous y consacrions pleinement en tirant le bénéfice de nos moyens et potentiels. Il nous faut maintenant opérer des sauts qualitatifs vers notre objectif unique, qui est de faire de notre organisation une CEDEAO des peuples. Il nous faudra sans plus tarder enlever les dernières barrières au brassage et à l'imbrication de nos populations, responsabiliser notre jeunesse en encourageant sa mobilité économique dans l'espace régional, mettre à contribution nos hommes d'affaires, mettre à profit notre potentiel démographique, miser sur l'agriculture et l'industrialisation. Tels sont autant de défis que nous devons relever ensemble pour l'épanouissement de nos populations. La présidente du Libéria, Hélène Johnson-Sirleaf, présidente sortante de la CEDEAO, a passé le témoin au chef de l'État, Faure Essence-Magna Simbé, nouveau président en exercice de la CEDEAO. Elle a, à l'ouverture du sommet, salué tous les efforts qui ont été faits pour relever les défis sociaux, politiques et économiques, y compris la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, a pour sa part salué la capacité des chefs d'État à trouver des solutions pratiques et durables aux crises, à consolider et maintenir la paix et la sécurité, à promouvoir le développement économique, la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, invité d'honneur à cette session ordinaire de la CEDEAO, a relevé la force, la potentialité, la passion et la volonté de développement des pays de la communauté. Le Premier ministre israélien a rendu tout le mérite au nouveau président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État, Faure Essence-Magna Simbé. Cette année, nous tiendrons au Togo un sommet Israël et Afrique et nous espérons que tous vous participerez à cela. Nous avons l'intention d'envoyer une équipe d'enquête technologique pour que nous voyions comment nous pourrions le mieux coopérer. Je voudrais vous remercier pour l'honneur, le grand honneur que vous me donnez de m'adresser à vous. Et je voudrais également souhaiter beaucoup de chance au président du Togo, président Gnassingbé. Cette session de la CEDEAO a été aussi marquée par la signature du traité de l'autoroute Dakar-Abidjan et la pose de la première pierre du projet régional d'énergie électrique. Ce projet concerne la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Le président Faure Gnassingbé, élu donc par ses pairs nouveaux, président en exercice de la CEDEAO, quelle signification pour le Togo, quel honneur et au-delà, quel défi? Eh bien, voilà cela avec ce commentaire de Kwessan Yorodevi. Sur le président de la République du Togo, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO donnent l'occasion à Faure Gnassingbé de prouver et d'affirmer son leadership, sa personnalité et celle de son pays à la tête de cette organisation ouest-africaine. Qui connaît bien le président togolais saura qu'il ne prendra pas à la légère cette lourde responsabilité qui lui est confiée par ses pairs et qu'il réussira l'exploit d'apporter sa touche personnelle pour rendre la CEDEAO davantage dynamique. L'efficacité dont le président Faure a fait preuve en assumant dans le passé, durant 2 mandats successifs, la fonction de président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, son apport personnel en tant que superviseur du processus de riposte et d'éradication de la maladie à virus Ebola dans l'espace CEDEAO, qui a contribué à coiffer au poteau ce fléau dévastateur, en disent long sur la constance du président de la République qui ne cesse de prôner le dévouement à la cause sous-régionale. Bien plus, son enthousiasme devant les tâches communautaires lui a valu également, on s'en souvient, la confiance du président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine,
qu'il a chargé de mener des réformes au sein de l'UA. Faure est aussi appelé en tant que président en exercice à apporter une nouvelle énergie au Conseil de l'Entente, l'une des plus anciennes organisations de notre sous-région. Faure président en exercice de la CEDEAO, c'est le Togo qui est honoré. C'est le peuple togolais qui est respecté et considéré. Nul autre sentiment n'anime nos cœurs en ce moment que la fierté et aussi une petite dose d'orgueil d'un pays qui tranquillement tente avec succès de se faire une grande place au sein de la communauté internationale. Merci Kwesson. C'était il y a 42 ans, c'est la CEDEAO, résultat de plusieurs années de tractation avec un objectif premier. Est-il toujours d'actualité 42 ans après? Quelle était la vision des pères fondateurs de l'organisation? Anita Tigakou pour le rappel. Ce n'est pas pour tirer la couverture vers le Togo, mais les pères fondateurs de la CEDEAO, c'est deux présidents. Le président Eyadema et le président Yakubu Gowon. Vous savez, le refrain n'est pas de moi, mais au Togo ici, nous avons souvent et très souvent chanté CEDEAO, Eyadema, Lo. Et c'est la vérité. Vous pouvez consulter tous les ouvrages d'histoire, vous verrez que Eyadema a pris une part importante, pour ne pas dire prépondérante, dans la création de la CEDEAO, avec son collègue et ami Yakubu Gowon. Nous sommes donc dans les années 75. 1975 se réalise donc ce rêve des chefs d'État, la création de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avec une vision commune, celle de renforcer la volonté d'unir des pays longtemps divisés depuis les indépendances par leurs expériences coloniales, les clivages linguistiques et culturels. L'idée, c'était donc une organisation à but économique. Mais malheureusement, notre région, notre sous-région est instable. Et les divers conflits, les guerres civiles vont faire que de l'union économique, on a dû passer à autre chose. En tout cas, en plus, il fallait d'abord signer un pacte de non-agression pour ne pas s'attaquer les uns les autres. Ensuite, il fallait régler le problème de guerre civile, Libéria, Sierra Leone, Guinée-Bissau. Disons que tout ça nous a distraits du but premier. Mais dans tous les cas, on ne peut pas faire l'union économique s'il n'y a pas de paix. C'est comme ça que la CEDEAO a dû s'arrêter d'abord pour régler un certain nombre de conflits. Et ils sont toujours là. Une vision première purement économique, par la suite élargie à des prérogatives diplomatiques et sécuritaires, mais qui restent d'actualité 42 ans après. Nous voulons nous développer. Et nous nous rendons compte que nos petits micro-États ne peuvent pas faire l'affaire, si je puis dire. Le Togo, 7 millions, bientôt 8 millions d'habitants, c'est un petit marché ça. Mais si nous nous ajoutons au Bénin, si nous nous ajoutons au Burkina, si nous ajoutons le géant ouest africain, le Nigeria, le marché devient plus, si je peux dire, compétitif. Si j'arrive à créer un produit au Togo que je peux vendre dans toute la CEDEAO, je suis milliardaire. C'est l'idée première. Se mettre ensemble, faciliter les barrières douanières. L'idée est toujours la même. Les pères fondateurs ont voulu une sous-région prospère économiquement. Mais aujourd'hui, il faudra conjuguer avec les défis sécuritaires et politiques pour aller d'une CEDEAO des États et parvenir à la nouvelle vision, celle d'une CEDEAO des peuples. Et depuis sa création en 1975, que de défis pour l'organisation, les guerres civiles, les troubles sociopolitiques, avec l'avènement de l'ère démocratique et son cortège d'élections, mais la CEDEAO a aussi enregistré des avancées. Le parcours bilan de la CEDEAO, Prudence Ginissou. En 42 ans d'existence, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a connu des succès dans la mise en œuvre de ses projets en dépit des défis à relever. 39 présidents se sont succédés à la tête de la CEDEAO en 4 décennies.
à la 51e session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Monrovia au Libéria. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a été élu par ses pairs pour présider à cette organisation durant les 12 prochains mois. C'est la troisième fois que le Togo assure la présidence tournante de la CEDEAO après son passage dans les années 1977 et 1999. Le sommet de Monrovia a été consacré aux grands sujets relatifs à la paix, la sécurité et l'intégration entre les États, avec un accent particulier sur les perspectives de la communauté. À travers le premier traité, les pères fondateurs de la CEDEAO rêvaient de la libre circulation, aussi bien des personnes avec la liberté d'établissement et de résidence, des marchandises avec la construction d'une union douanière ouest-africaine, que des services et des capitaux, ainsi que la création d'une monnaie commune. C'est l'un des défis que tentera de relever le chef de l'État Faure Gnassingbé, le nouveau président en exercice, quand bien même que la commission de la CEDEAO a annoncé que la date fixée pour la monnaie unique en 2021 devra être repoussée de 5 ou 10 ans. Une situation qui s'explique par le manque de convergence des politiques monétaires et d'endettement des pays de la CEDEAO. Ces pays devraient également maîtriser l'inflation. Le volume des échanges commerciaux entre ces États est assez faible et estimé en 2015 à 15 milliards de dollars américains contre 3 milliards en 2003. L'une des mesures innovantes est l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun de la CEDEAO en 2015, mais les tests devraient être vulgarisés et ratifiés par certains États membres. Les questions de paix et de sécurité font aussi partie des grands défis du nouveau président en exercice de la CEDEAO, ce qui va baliser la voie à la lutte efficace contre la pauvreté, la création des emplois pour les jeunes, l'amélioration des conditions de vie des populations et la promotion d'un développement économique. Des mesures seront renforcées pour faire face à la menace terroriste à laquelle est confrontée l'Afrique de l'Ouest, notamment les attaques du groupe terroriste Boko Haram et des islamistes radicaux au Nigeria, au Niger, au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Grâce à la diplomatie internationale que l'Israël souhaite développer avec l'Afrique, la CEDEAO pourra bénéficier des fruits de ce partenariat dans le domaine de l'agriculture, la haute technologie et la sécurité. Malgré les entraves, la CEDEAO est la meilleure organisation régionale en Afrique. Ces 4 dernières décennies ont été marquées par d'importantes initiatives collectives au niveau des États membres de la communauté sous-régionale. Il s'agit notamment du projet régional du développement des centrales et des lignes électriques entre les États membres, la création du poste de contrôle juxtaposé de Mwepé qui permettra de faciliter les échanges commerciaux entre le Togo et le Ghana. Le mouvement migratoire au sein de l'espace est significatif et les États qui accueillent le plus de citoyens ouest-africains sont notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. La CEDEAO a donc enregistré des acquis depuis sa création et se présente aujourd'hui comme l'un des regroupements les plus dynamiques du continent. Ces acquis devraient être renforcés avec le leadership et la capacité managériale du nouveau président en exercice de la CEDEAO pour une organisation régionale plus dynamique avec une réelle intégration des peuples. Président Zinsou, merci. La CEDEAO économique, on vient de l'entendre, à sa création politique après aujourd'hui une CEDEAO de plus en plus des peuples qui prône la libre circulation des personnes et des biens. C'est d'ailleurs l'ambition exprimée par le désormais président en exercice de l'organisation, Faure Gnassingbé, vous l'avez entendu, qui appelle à un saut qualitatif dans le sens de l'ambition. Comment va-t-il y parvenir? Quels sont les défis liés au processus d'intégration? Élément de réponse, Antoinette Oumova. Après les indépendances, les chefs d'État des pays de l'Afrique de l'Ouest se sont engagés à mutualiser leurs efforts pour promouvoir le développement socio-économique de leurs États. Des initiatives communes ont été prises afin de réaliser cet objectif. La libre circulation des personnes et des biens est en vigueur depuis des décennies.
l'existence d'un passeport CEDEAO pour faciliter les déplacements et le commerce intra-régional qui représente environ 10% des échanges de la communauté. Aujourd'hui, on est passé de l'intégration à vocation économique à l'intégration politico-économique. Donc ça veut dire quand même que nous sommes dans ce processus qui va en s'enfermissant, même si il y a quelques difficultés dans l'application des textes communautaires. Mais il faut reconnaître quand même que des efforts sont faits à ce niveau. Les peuples sont suffisamment intégrés parce qu'on voit une certaine collaboration, une certaine coopération entre certaines entités, que ce soit économiques ou d'autres espaces. La réflexion est faite pour qu'on puisse aller d'une CEDEAO politique à une CEDEAO des peuples. Bien que des efforts sont faits, l'application des tests est l'un des défis à relever. Également, les valeurs démocratiques, la sécurité dans l'espace CEDEAO sont des défis qui attendent le président Faure Gnassingbé, élu par ses pairs au 51e sommet à la tête de l'organisation. La volonté politique qui est là, et puis il faut véritablement disséminer les valeurs de l'intégration au sein de la population. C'est fondamental. Parce que on a l'impression que au niveau de la CEDEAO, les choses se passent trop au sommet. Et la population n'est pas suffisamment impliquée ou imprégnée des réalités de la CEDEAO. Donc, on doit s'inscrire aujourd'hui dans une démarche pédagogique, dans une démarche de formation, d'information et d'éducation aux valeurs de l'intégration. Les populations ouest-africaines doivent être la première préoccupation des dirigeants ouest-africains, c'est-à-dire la CEDEAO. Il faut inclure dans les programmes des universités des UE relatives à l'intégration régionale. Il faut également créer ce que je pourrais appeler des semestres de l'intégration. Il faut également créer des instituts à vocation régionale pour permettre une véritable intégration régionale. Malgré les succès enregistrés, la CEDEAO doit continuer par diversifier son économie, densifier les échanges intracommunautaires, mettre en application les tests avec au centre l'imbrication des peuples afin de parvenir à une CEDEAO bien intégrée. Il ne va pas sans cela. Pour que le Togolais se sente à l'aise au Bénin, au Nigeria, en Sierra Leone, pour qu'un entrepreneur burkinabé veuille s'installer au Libéria ou encore au Ghana, eh bien la condition sine qua non, eh bien c'est la paix, la sécurité, un autre chantier et pas des moindres avec le contexte actuel, les défis liés à la paix et à la sécurité. Un dossier de Louis Cassi. Une organisation à vocation économique lors de sa création, la CEDEAO s'est révélée sur un tout autre plan, celui de la paix et de la sécurité. Face aux menaces sécuritaires, à l'extrémisme, au terrorisme et aux conflits inter-États, l'espace CEDEAO s'est forgé une stratégie d'alerte précoce pour prévenir ces maux. La CEDEAO s'est toujours battue pour maintenir la paix et la stabilité en son sein. La CEDEAO s'est inscrite dans son évolution dans une diplomatie préventive. Et donc, je pense quand même qu'il y a des efforts qui sont faits à ce niveau. Alors, d'autres mécanismes ont été mis en place justement pour éviter ces crises et ces conflits. Je voudrais parler un peu
du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Parce que ces conflits-là se nourrissent le plus souvent du déficit démocratique. Donc, la CEDEAO a mis en place donc, ce mécanisme pour permettre aux États d'affermir leur processus de démocratisation pour éviter l'éclosion des conflits violents. Le terrorisme se nourrit également de la pauvreté, le terrorisme se nourrit de la fragilité des États eux-mêmes. Il s'agit de mettre en place un système de renseignement performant. C'est ce qui manque aujourd'hui à la CEDEAO. La lutte contre la prolifération des armes légères et la mise en place d'une force d'attente régionale, c'est quelques points sur lesquels devrait s'appesantir la CEDEAO pour anéantir l'insécurité à la racine et résoudre les éventuelles crises. Et dans cette mission, où des défis sont énormes, le Togo joue pleinement sa partition. Que ce soit dans les opérations de maintien de la paix, le Togo participe activement à sa mission de paix. Le Togo s'est longtemps impliqué dans la médiation des conflits et des crises dans la sous-région. Il faut procéder à une certaine dissémination de ces valeurs démocratiques, de ces valeurs républicaines dans cet espace CEDEAO. Il faut également mettre en place, comme je le dis, un système de renseignement très performant, une coopération très prononcée entre les pays de la communauté ouest-africaine, mais également pour que la CEDEAO puisse véritablement assurer la paix et la sécurité, que cette CEDEAO se donne les moyens, que ce soit les moyens intellectuels, les moyens financiers, les moyens infrastructurels, les moyens politiques. Les tests élaborés et adoptés par l'instance régionale devraient être réellement mis en œuvre pour éviter les quelques cas d'insécurité constatés aux frontières afin que la paix et la stabilité propagées par la CEDEAO puissent participer pleinement à son essor et à l'éclosion de son économie. Et voilà donc ce qu'on peut dire ce soir. Nous reviendrons demain dans nos éditions sur d'autres aspects liés justement au chantier CEDEAO avec l'élection du président Faure Gnassingbé à la tête de l'organisation. Il est 20h24. Autre titre de l'actualité, la rencontre gouvernement Banque mondiale. Nous vous l'annoncions aussi hier, une délégation de l'institution séjourne dans notre pays avec en tête son vice-président Axel Van Trotsenberg. Les deux parties ont eu une séance de travail ce mardi avec en toile de fond le projet IDA 18. D'abord le compte rendu de séance et d'Emsosupo. C'est bel et bien parti pour un nouveau partenariat entre la Banque mondiale et le Togo. Dans ce dialogue ouvert ce jour, les discussions ont porté essentiellement sur les possibilités pour le Togo d'accéder à un niveau de financement nettement plus élevé auprès de l'Association internationale de développement IDA. Les enjeux de l'IDA 18 ont été exposés au gouvernement. L'IDA 18 va démarrer le 1er juillet 2017 pour une période de 3 ans. La reconstitution 2017-2020 présente beaucoup d'innovations. On va avoir une augmentation très significative des ressources disponibles pour le Togo pour les prochaines 3 ans. Ce n'est pas seulement les ressources disponibles pour l'allocation de pays, mais il y a aussi de nouveaux guichets que peut permettre à Togo d'accéder. Ce qui va être très important est que pour les investissements, le secteur public ne va pas faire tout seul. Et nous avons créé un guichet pour le secteur privé pour dérisquer les investissements. Parce que souvent dans les pays fragiles, les risques sont perçus comme trop élevés.
Par conséquent, il n'y a pas d'investissement. Le Togo va bénéficier de 230 millions de dollars, le double de l'enveloppe de l'IDA 17. Le pays va ainsi, avec cet appui, mieux promouvoir son développement. Certains secteurs sont d'ores et déjà ciblés. Donc je peux vous dire qu'on a trois thèmes, trois piliers. Améliorer la performance du secteur privé, la création de l'emploi. Et là, on a le programme de réforme fiscale, gestion de la dette, pour aider le gouvernement ou travailler avec eux sur l'assainissement du cadre macroéconomique. Puis on a des activités qui touchent directement sur le secteur privé, les réformes pour l'environnement des affaires, mais aussi pour améliorer la qualité et la performance des infrastructures économiques telles que l'énergie et les télécoms et les services logistiques, pour appuyer justement toutes les ambitions du pays pour devenir un hub logistique dans la sous-région et dans la région en général. Puis on a un deuxième pilier qui vise vraiment l'inclusion sociale. Puis dernièrement, on a un pilier sur l'environnement et la résilience au changement climatique. Et là, nous avons plusieurs programmes pour commencer à mettre en place des réponses à l'érosion côtière et pour promouvoir ce qu'on appelle l'économie bleue. Avec à l'idée de faire autrement les choses, le groupe de la Banque mondiale veut, à travers les ressources de l'IDA 18, agir dans le sens d'une réelle création de richesses. Et le Togo se dit prêt à mettre en œuvre les ressources mises à sa disposition. Le défi majeur à relever est la mise en œuvre des ressources ainsi mobilisées. Pour sa part, le gouvernement togolais ne ménagera aucun effort pour renforcer les capacités de mise en œuvre de ces services concernés. L'efficacité, mais aussi renforcer l'efficacité des politiques, des investissements et des services publics. La détermination du président de la République est de tout mettre en œuvre pour que le Togo lutte efficacement contre la pauvreté. C'est d'ailleurs l'une des raisons de la mise en œuvre du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. L'approbation par le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale d'un nouveau cadre de partenariat avec le Togo qui va jusqu'en 2020 est une action concrète qui nous facilitera l'exécution des projets et programmes financés par la Banque mondiale au Togo. Le renforcement du partenariat public-privé constitue l'une des priorités de l'IDA 18 pour permettre aux pays dits fragiles de réussir de manière inclusive et participative leur développement. Je me réjouis en outre que les nouvelles opportunités offertes dans le cadre de la 18e reconstitution des ressources de l'IDA comportent, entre autres, un guichet de promotion du secteur privé. Ce nouveau mécanisme pourrait intéresser le gouvernement dans son souci de créer les conditions idoines pour permettre à ce secteur vital de devenir un véritable moteur d'une croissance économique forte et inclusive. La dernière initiative, c'est de tout mettre en œuvre pour permettre au secteur privé national et aussi aux investisseurs étrangers de saisir les opportunités de notre pays, l'attractivité de l'économie togolaise pour des investissements potentiels qui permettent à notre pays d'atteindre son vœu qui est de devenir un pays émergent d'ici à l'horizon 2030. Notre pays se propose, à travers la contribution de ce nouveau cadre de partenariat d'une part, de réaliser une croissance plus inclusive et durable que va tirer le secteur privé pour être plus dynamique. D'ailleurs,
le gouvernement, par décret pris en Conseil des ministres, vient de créer un comité de concertation et de dialogue entre l'État et le secteur privé. L'objectif est de mieux accompagner le secteur privé pour qu'il parvienne à la réelle création de la richesse et de l'emploi. Au Togo, l'IDA soutient actuellement des projets visant à améliorer la productivité agricole, fournir des filets de sécurité sociale, entre autres. Ici, les différents secteurs touchés par la Banque mondiale ont été présentés avec les résultats obtenus. L'institution de Bretton Woods encourage le Togo à améliorer ses performances afin d'obtenir plus de notes, synonyme d'augmentation des ressources financières. A signaler qu'avant la rencontre gouvernement Banque mondiale ce matin, le Premier ministre, comme Marcel Classou, a eu un entretien avec, dans ses bureaux avec le vice-président Axel Van Trotzenberg. Image ici des échanges qui ont porté sur la gestion des ressources de l'Association internationale de développement IDA 18. Direction, l'Assemblée nationale, 4e plénière pour les députés ce mardi, a voté la loi d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche, le compte-rendu Medina Salami. Le processus de modernisation de l'enseignement supérieur au Togo vient de prendre un nouvel élan avec l'adoption à l'unanimité des députés d'un cadre juridique spécifique à ce secteur. La loi d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche répond aux divers défis liés à la recherche scientifique, à l'innovation, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et à la gestion des établissements et universités. Elle promeut la formation à distance face à la massification des effectifs dans les universités, de même que l'harmonisation des politiques d'enseignement supérieur basées sur le système LMD. Les apports de la loi sont multiples. Elle définit la mission et les objectifs de l'enseignement supérieur au Togo. Elle en fixe les principes fondamentaux dans le respect des droits de chacun. Elle organise les enseignements qu'elle appuie sur le système LMD, licence, master, doctorat. Elle détermine les orientations stratégiques de développement de l'enseignement supérieur dans une logique de déconcentration. Elle propose, avec la création des centres universitaires, une réponse adaptée aux spécificités régionales et aux besoins locaux. Elle ouvre la voie au partenariat à tous les niveaux. Ces dispositions répondent aussi aux directives des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA pour une nouvelle vision de l'enseignement supérieur. L'université de Lomé, ce temple du savoir avait une réputation de sérieux et de rigueur qui ont largement dépassé les limites de nos frontières. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, force est de constater que malgré de nombreuses dispositions légales et réglementaires en vigueur, malgré les nombreuses initiatives visant à le consolider, l'enseignement supérieur au Togo a besoin d'être mis en harmonie avec l'environnement régional et international en la matière, d'être mieux encadré et structuré pour retrouver sa réputation d'antan et surtout pour répondre aux nouvelles exigences de l'éducation et de la formation de notre jeunesse. La loi d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche que nous venons d'adopter vient donc bien à propos pour redynamiser ce secteur vital pour le développement de notre pays. Il est prévu dans cette loi la mise
en place dans chaque université d'une structure d'assurance qualité pour le contrôle et l'évaluation de la formation des enseignants et programmes. Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs reçu ce matin une délégation de l'Agence internationale de coopération économique chinoise en mission dans notre pays, mission d'inspection des travaux de construction du nouveau palais de l'Assemblée nationale. Je vous propose donc d'écouter. On va revenir donc sur cela dans les prochaines éditions. On a vu donc les images du chef de la délégation tout à l'heure. Autre sujet évoqué ce soir, la lutte contre le paludisme et l'annonce du ministre de la Santé. La campagne de distribution de moustiquaires imprégnés commence et c'est officiel depuis ce mardi. Les précisions Kwasiglé de Douaré. Les agents de la division des opérations douanières de la zone franche s'approprient les techniques de la comptabilité matière. Cet exercice consiste à maîtriser le circuit des marchandises des entreprises situées en zone franche. La maîtrise de la comptabilité matière permettra aux agents de l'OTR déployés en zone franche de mieux établir une cohérence entre les informations existantes dans les registres et les stocks physiques des entreprises. Dans les entreprises de zone franche, ils importent les matières premières, ils les transforment et ils les exportent. À la sortie maintenant, qu'on évalue ce qui est sorti et ce qui va être vendu sur le territoire pour pouvoir les imposer. Donc c'est un enjeu important. Donc la formation, le thème est intitulé « Formation sur la tenue de la comptabilité matière ». Mais en réalité, on va faire la formation sur la comptabilité matière, mais on va aller au-delà. Ça veut dire que nous allons mesurer les enjeux et les défis qui s'imposent actuellement. Cette formation appelle à relever le niveau opérationnel des agents de l'OTR afin de lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale. Il faut outiller les agents, notamment les agents de la zone franche, à la maîtrise de cet outil important qu'est la comptabilité matière, surtout l'entrée et la sortie des marchandises. Il faut contrôler ce qui a été utilisé, ce qui reste comme déchets, comme résidus, ce qui est réexporté. Tout ça là, il faut maîtriser, c'est des techniques et ça permet d'éviter les fraudes. Le projet d'appui à la mobilisation des ressources et au renforcement des capacités institutionnelles, PAMOSI, est un projet financé par la Banque africaine de développement BAD dans la dynamique de permettre à l'OTR de maximiser la collecte des recettes pour les besoins de l'État. Voilà, on a suivi donc une séance de formation avec les agents de l'OTR. Nous reviendrons donc sur l'annonce du ministre, le démarrage de la campagne de distribution des moustiquaires dans nos prochaines éditions. Allez, on referme cette édition vers cette nouvelle apparition dans la rayon littéraire. Ce recueil de poèmes, kermesse de notre temps, chef-d'œuvre signé Fousseni Ouro Bangna, des textes qui dénoncent les mots qui minent la société actuelle. Les louanges de la paix, Lucassi nous présente l'œuvre dans ce reportage. Et l'a pas modifié. Entre la paix ouvrant le jeu de la kermesse et la haine fermant la marche martiale contre l'hypocrisie, dans un monde où tout devrait être amour, le poète Fousseni Ouro Bangna a cadencé les mots de la société moderne dans son recueil de poèmes Kermesse de notre temps. Dans ce livre, la construction des images et textes se conjugue avec l'art de la paradoxe, de l'inattendu et de la personnification. Le poète s'est donc saisi des mots pour décrier les malaises de la société actuelle. Ce recueil de poèmes est majestueux parce qu'on y découvre une maîtrise absolue des mots de la part de l'auteur. On a devant soi des poèmes qui montrent que celui qui les a écrits connaît non seulement le sens des mots, mais il sait les enchaîner, il sait créer de l'harmonie, en sorte que tous les sujets qu'il aborde, vous sentez toujours un jeu de mots qui s'exprime de telle sorte que le message est en même temps sonorité et en même temps musicalité. Militant de la cause humaine, l'auteur s'est imprégné des raisons lointaines
capitaine des conflits et mésententes entre peuples et humains pour décrire le chant de la paix et du vivre ensemble. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que l'amour a fini par avaler son certificat de naissance dans les services, dans nos églises, dans les mosquées, partout. On ne sait plus l'humanisme, sinon l'esprit humaniste a cédé place, sinon a fait place à l'esprit humanitaire. Les gens veulent être plus généreux, au lieu d'aimer, de le faire avec cœur, avec amour. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense, l'hypocrisie et la cupidité sont devenus un lot de maladies dont souffre le monde. Titulaire d'une maîtrise en lettres, Fousseni Ourobangna est un inspecteur de l'éducation nationale. L'œuvre Kermesse de notre temps constitue les prémices de sa production littéraire. Nous l'annoncions aussi en titre, bientôt le démarrage des travaux de réhabilitation du stade de Kégué. Ce n'est pas fini, il y a mieux. Les travaux de construction d'un auditorium moderne pour la télévision togolaise et Radio Lomé commencent aussi sous peu. Une signature de convention est intervenue cet après-midi même entre le Togo et la Chine. Nous reviendrons demain en images sur ce sujet dans nos journaux. Fin de la présente édition. Merci à vous qui nous suivez encore ce soir partout et comme d'habitude toujours fidèlement sur la télévision togolaise. À très bientôt.